Je vais voir ici une équation qui est un principe commun aux appareils électromécaniques, aux appareils électromécaniques. Bon, ces appareils, bon, ce sont des appareils de mesure, hein. C'est pour voilà, tenter de mesurer une grandeur. Alors cette grandeur, elle est à la base électrique. Parce qu'on essaie de mesurer une grandeur électrique. Donc on veut mesurer une grandeur électrique, bon, une grandeur que je vais appeler G pour grandeur, et par un système de mesure, voilà, c'est un système, un mécanisme, ou un ensemble de mécanismes qui permettra de faire une lecture au travers d'une aiguille, par exemple. Voilà, donc on aura l'aiguille, vous aurez compris que l'aiguille c'est mécanique, puisque c'est une déviation. Si vous avez une déviation, là vous avez un pivot ici, par exemple le pivot il est là, bien sûr c'est une aiguille qui est graduée, hein. Bon, c'est pas, enfin je veux dire c'est une échelle graduée. Là, ce que je suis en train de mettre là, c'est l'échelle graduée. Donc il y a une graduation. Voilà, par exemple, une graduation linéaire, on peut avoir une graduation linéaire, une graduation logarithmique. Peu importe, on s'en fout. Hein, c'est comme dans un axe, c'est comme un axe. Hein. Voilà, par où commence un. Voilà, débute à zéro. Donc c'est comme un axe. Voilà, vous avez un axe comme ceci. On essaie de voir sur un axe la mesure. Donc si la mesure, l'aiguille peut être ici, elle peut être là, elle peut être là. Et donc si c'est une échelle graduée, si un est là, 2 est là, 3 est là, si l'aiguille se met là, enfin si l'aiguille par exemple se met ici, ben, vous avez 2,5. Il suffit de faire une lecture. Alors il y a une sous-graduation, parce que ça c'est une graduation par exemple en unité, il y a une sous-graduation en voilà sous-unité. Il y a des sous-unités. Comme ça on peut avoir une lecture un peu, je veux dire, un peu plus un peu plus fine. Voilà. Et donc, ces appareils, c'est une aiguille qui va bouger au travers d'un pivot. Et donc, on va voir ce qu'on appelle une rotation. Qui dit rotation dit couple moteur, un couple moteur de rotation. Et donc, fatalement, si l'aiguille revient à sa position initiale, c'est qu'il y a un couple résistant. Et donc, là, on va mesurer un couple moteur. Donc, d'une grandeur électrique, une grandeur électrique va convertir en une grandeur mécanique, qui est un couple. C'est pour ça qu'on dit appareil électromécanique. Le tout, c'est d'écrire l'équation de ça. Bien sûr, il y a un étalonnage qui est fait. Bon, le but ici, c'est de ne pas voir l'étalonnage, ni la précision, ni la fidélité de l'appareil. C'est pas ça. C'est juste de mettre l'équation voilà, électromécanique de, comment on appelle ça, du système. Alors, système, c'est avec un accent grave. Donc on rentre, la grandeur d'entrée, c'est une grandeur électrique ici, et la grandeur de sortie ici, c'est un couple mécanique. Mais déjà, pour le couple moteur, ici on a une équation. Hein. Pour le couple moteur, on a une équation. D'ailleurs, je vais l'écrire dans un petit instant. Voilà, donc c'est le couple moteur ici qui va, c'est la sortie qui va m'intéresser. C'est la sortie. Parce que le couple moteur, ok, mais qui va fournir, bien sûr, on aura une déviation. Ouais, on aura une certaine déviation que je vais appeler θ. Moi, je peux l'appeler phi ou θ, enfin, alpha. Alpha ou θ. Donc, j'aurai une déviation, bien sûr, par rapport au 0, mais ici, j'ai mal mis le 0. Supposons que le 0 il soit là-bas. Ah, le 0 il est là.
donc on peut avoir une déviation donc en fonction du couple moteur. Et donc, on va dire que tous les appareils électromécaniques sont constitués de deux parties. Hein. Il y a une partie mobile, et s'il y a une partie mobile, c'est qu'il y a une partie fixe. Et donc, la partie mobile, ben, c'est l'équipage mobile, c'est voilà, là où il y a l'aiguille. Là où il y a l'aiguille, on peut avoir un équipage fixe, et dans l'équipage fixe, ben, c'est là où va passer la grandeur électrique. Par exemple, je pense à un aimant. Un aimant. Je pense à un aimant. Donc, vous aurez compris que si un courant est passant, ben, on va mettre des systèmes avec des électroaimants. Des électroaimants. Et donc, on va pouvoir... On a par exemple un équipage fixe et un équipage mobile. Et l'équipage mobile va faire bouger l'aiguille. Alors ça, je verrai dans des vidéos. La distinction suivant le type d'appareil, parce qu'il y a différents types d'appareils. Hein. On peut avoir les appareils voilà, magnéto-électriques, électrodynamiques, les appareils à induction. Bon, c'est pour ça que je dis, je fais une généralité ici. Je ne parle pas, je veux dire, de manière particulière, parce qu'il existe différents types d'appareils que je mettrai en classification dans une vidéo et que je vais, comment on appelle ça, on va dire, m'étendre en, voilà, en étudiant les divers systèmes, qu'ils soient de la classe des appareils de mesure électromécanique, qu'ils soient, je dirais, induction, électrodynamique, je veux dire, appareil à aimant mobile, appareil ferromagnétique, appareil à lame vibrante, appareil thermique, voilà. Il existe toute une panoplie. Voilà, il faut, voilà, on va dire, décortiquer au gré de chacune de ces classifications. Donc il faut prendre chacun des appareils et les dissocier chacun pour s'apercevoir que dans tous ces appareils-là qui ont été, je veux dire, créés, inventés, mis au point, et eh bien qu'il y a toujours un équipage fixe et un équipage mobile. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Ce qu'il y a, c'est toujours le même principe, on va dire, mais on va dire la conception est différente. Le système, c'est dans le système que voilà. Comment on va aborder le système, ben, ça, je le verrai. Je le verrai. Euh, Qu'est-ce qui sera équipage mobile? Qu'est-ce qui sera équipage fixe? Donc on a toujours deux systèmes. Comme j'ai dit, un équipage mobile et un équipage fixe. Et on a la grandeur à mesurer qui est utilisée. La grandeur à mesurer, c'est G. Hein. Bon, généralement, c'est une grandeur électrique ici, dans ce cas-ci, puisque c'est un appareil électromécanique. Hein. Voilà, on a la grandeur à mesurer. Et bien sûr, en sortie, ça c'est en entrée. Et en sortie, ben, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir un coupe moteur avec un angle de déviation qui vous permettra de faire une lecture au travers d'une aiguille. Alors, bien sûr, quand on dit couple moteur, il y a toujours un couple résistant. Hein. Sauf si maintenant, l'aiguille ne revient pas. Généralement, on met des ressorts. Des ressorts de rappel, tralala. Mais, je veux dire, s'il ne revient pas, ça peut exister. Par exemple, je pense au compteur électrique. C'est quelque chose qui tourne toujours. C'est pas quelque chose qui revient en arrière. Donc là, il n'y a pas de coupe résistant qui fait revenir en arrière. Là, on a toujours un couple moteur qui est, voilà, au gré de la consommation électrique du courant passant. Encore une fois, là-bas, c'est un système à disque, voilà, euh, avec des aimants. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il n'y a pas de couple résistant. Parce que ça tourne toujours. Ben, dès le moment où ça revient, il y a un couple résistant. Ben, bien sûr, le couple moteur est égal au couple résistant. Je veux dire, quand il y en a un, bien sûr, quand il y a un couple résistant, euh, eh bien, qui va dépendre de la déviation. Ce couple résistant dépend de la déviation. Donc, comme je disais, là, ici,
on aura une grandeur électrique hein, que j'appelle G. G qui va produire un couple moteur par l'entremise d'une déviation d'un angle. Voilà. Et bien sûr, ça, vous aurez compris que ça va s'exercer sur l'équipage mobile. Sur l'équipage mobile, parce que la déviation, c'est mobile, hein, c'est quelque chose de mobile, donc ça va se faire sur l'équipage mobile. Alors que la grandeur va venir arriver sur l'équipage fixe. Et donc, ce que j'appelle couple moteur, c'est un couple, si vous voulez, antagoniste. D'ailleurs, on l'indique comment qu'il est antagoniste, mais quand vous avez le couple moteur, le couple résistant sera avec un moins, sera à l'opposé, sera un moins. Donc ça va être le couple moteur, mais avec un moins. Donc c'est pour ça que je dis qu'on aura un couple antagoniste, qu'on appelle un couple résistant. Et donc, dans le cas par exemple du compteur, comme je l'ai dit, là, l'équipage mobile tourne en permanence. Hein. Donc avec une certaine vitesse angulaire, qui est fonction de la valeur de la grandeur à mesurer. Donc c'est-à-dire du courant électrique qui passe à l'intérieur des câbles du compteur. Mais pour la majorité des systèmes, hein, en dehors des compteurs, bon, compteur, ça permet de mesurer des courants et donc de la puissance. Hein, parce que ça, il mesure du courant et de la tension, donc il peut retourner une puissance. Voilà. Et donc, au contraire de ces appareils-là, ben, il y a les autres types d'appareils, hein, la majorité qui constituent les appareils de mesure électrique, qui elles ont un couple résistant, qui est bien sûr un couple résistant qui est appliqué à l'équipage qui bouge, c'est-à-dire l'équipage mobile. Et bien sûr, ce couple résistant, comme je vous ai dit, il augmente avec la déviation déviation d'angle, θ, la déviation d'angle θ. Donc plus le θ est grand, et plus le couple résistant est grand. Parce qu'on sait bien que le couple résistant est une fonction de θ. Et plus θ augmente, et plus le couple résistant augmente. C'est évident. Et d'ailleurs, le couple résistant est égal à, vous savez bien très bien, parce que j'ai fait des vidéos là-dessus, c'est C fois θ. Si vous considérez que le C est la constante, voilà, c'est une constante, c'est où on peut dire que à la place de CR, le couple résistant est égal à C fois θ, ben je peux dire que voilà, gamma est égal à C fois θ. Donc je vous disais bien que le couple résistant, donc il y a le couple moteur et le couple résistant. Tous les deux valent C fois θ. Parce qu'il y en a qui est voilà, antagoniste. Parce que si vous faites le calcul, attention que ça c'est couple, voilà, ça c'est une constante. Hein, voilà, ça c'est une constante. Alors dans le fil de torsion, le C c'est la constante de torsion. Par exemple, si je prends un fil de torsion. Voilà. Et donc, ça vient de quoi? C'est quand on a un équilibre, bien sûr, avec le moment des forces motrices, plus le moment des forces résistantes, est égal à 0. Et là, vous aurez compris que le moment par rapport à l'axe delta des forces motrices est égal à l'opposé du moment des forces résistantes, tout simplement. Et donc, par exemple, si je prends le fil de torsion, C, c'est la constante de torsion. Mais dans les appareils, bon, il faut considérer ça comme une constante, point à la ligne. C'est une constante. C'est une constante qui est déterminée hein, bon, par les constructeurs. Quand ils fabriquent leurs appareils, le C, il est connu.
Alors, quand on applique une grandeur électrique, voilà, de ce style-là, on va dire une grandeur électrique, par exemple un courant, bien sûr, il y a une réponse à ça. Hein. Ça va répondre. Ça va. Et c'est là toute la démarche de ce que je vais mettre dans un petit instant. Ça va répondre d'une certaine façon, à travers des équations. Mais le problème, c'est que dans ce système-là, va apparaître des équations différentielles. Et donc, on pourra passer, si vous voulez, à la place de résoudre les équations différentielles de la manière classique, on va passer par voilà, de la place. De la place. Voilà. Et donc, la valeur de θ, qui permet d'obtenir, si vous voulez, le couple résistant est égal à moins c fois θ, où c est une constante, et fonction de la grandeur, bien sûr, à mesurer g. Hein. Donc il y a une image. Il y a une image entre le couple moteur et donc le couple résistant. Voilà. Entre G et Cm. Il y a une image entre G et Cr. Voilà. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il y a une réponse. Il y a une réponse. Et lors de l'application, si vous voulez, de la grandeur G, si vous voulez, l'équipage, il ne prend pas tout de suite, on va dire, instantanément sa position d'équilibre. Ce qui est évident. Parce qu'il y a un effet de, comment on appelle ça, d'oscillation. Il va y avoir des oscillations. Il faut attendre voilà, un petit temps pour qu'il y ait un équilibre. Je veux dire par là qu'il y a un régime, on va dire, transitoire. Donc ce régime transitoire, ben, c'est, on va dire, c'est un moment dans lequel, si vous voulez, l'équipage est soumis à une accélération. Et bien sûr, à une vitesse qui dépend de la grandeur d'entrée, c'est G. Et bien sûr, ça dépend des conditions d'amortissement. Parce que vous aurez compris que on va avoir une équation différentielle du second ordre qu'on va réduire en Laplace. Et donc, c'est un système du second ordre. Second ordre. Avec tout ce que cela inclut. Le transitoire, voilà, la stabilité, voilà, l'équilibre, l'amortissement, et tralali, tralala. Et donc là, si on a l'amortissement, il faut l'avoir correctement. Par exemple, si je prends un ressort, bah, il faut que ça ne doit pas faire... si vous êtes assis dans une voiture, ça doit s'amortir avec voilà, de la meilleure des manières possibles. Voilà. Donc, ça doit répondre à un système du second ordre. Le second ordre, ça s'étudie dans les automatismes. Et donc, il y a des conditions si vous voulez, d'amortissement qui vont rentrer en jeu. Alors, je vous rappelle, avant de mettre mon équation, que en mécanique, pour un mouvement de translation, mouvement de translation. Alors pourquoi parle-t-on de couple ici? Parce que ça tourne. Hein. Vous aurez compris que l'aiguille va subir une rotation d'angle. Donc ça tourne. L'aiguille tourne. Et donc c'est un mouvement mécanique, mais non pas de translation, mais de rotation. Et donc là, il faut faire intervenir les équations qui interviennent dans la, non pas la translation, mais la rotation. Alors déjà, ici, on a somme des forces égale à ma dans un mouvement de translation. Ça, c'est la force d'inertie. Pour mettre un objet en mouvement, pour lui faire subir une accélération, ben, il faut lui communiquer une certaine force. Si je prends le mouvement de rotation, ben, on ne parle plus de force, mais on parle de couple. Voilà, de couple, voilà, je vais appeler ça, c'est la somme des moments.
Alors on peut avoir le moment d'un couple, hein, par rapport à un axe, voilà, égale l'inertie. Voilà, c'est une inertie qui voudra... euh, ça, c'est l'accélération en translation. Voilà. Et on aura ici, dans ce cas-ci, l'accélération en rotation. Voilà. Alors, bien sûr, l'accélération en translation, elle vaut dérivée de la vitesse par rapport au temps, sachant que la vitesse, c'est déjà une dérivée. Hein. La vitesse, c'est... donc ici, je pourrais écrire que c'est m d carré sur dt de x. Alors, si je mets un vecteur, je peux mettre un vecteur. Hein, on va mettre un vecteur. On va mettre un vecteur dx. Voilà, on va mettre un vecteur dx comme ça. Alors, ici, c'est le même. J'aurai j d. Ben là, c'est une vitesse angulaire d'oméga sur dt. Mais là, c'est pas de x. Mais c'est parce que c'est circonférentiel. On a des arcs. Là, on parle de vitesse angulaire. Alors comme ça, on parle de vitesse linéaire. Alors là, c'est dθ, parce qu'on parle d'arc. d carré θ sur dt. Voilà. Sur dt carré. Voilà, et donc vous voyez que, suivant qu'on est en mouvement de translation ou rotation, ben, l'inertie n'est pas... D'un côté, on a somme des forces qui vont provoquer, je veux dire, un mouvement d'accélération, mais l'autre, c'est pas des forces, c'est un moment. Alors, s'il s'agit de deux forces qui sont opposées, égales en direction et en... Comment on appelle ça elles sont égales en direction et en intensité, en module, mais de sens opposé, on a affaire à un couple. Et si on a affaire à un couple, c'est le moment d'un couple. On a le moment d'un couple, si on a un couple. Voilà, et donc il faut se baser sur ça. Il faut se baser sur ceci pour avoir l'équation du couple, le couple moteur. Donc le couple moteur est déjà dépendant de, si vous voulez, du moment d'inertie qui est J, de l'équipage bien sûr mobile, et bien sûr de la force de frottement. Mais, et c'est là que va intervenir l'équation du second ordre. Ce qui m'intéresse ici, c'est θ. Ce qui va m'intéresser ici, c'est, bien sûr, j'ai une grandeur d'entrée électrique que j'appelle grandeur G, peu importe ce que c'est. Voilà. Alors, j'ai un système de conversion, comme je l'ai dit, équipé d'un équipage fixe et un équipage mobile. Et bien sûr, on a la lecture par rapport à, je veux dire, une grandeur mécanique qui est le couple. Mais bien sûr, le couple est lié à l'angle. Donc, le couple est une fonction de θ. On va dire ça comme ça. Voilà. Et donc, comme je vous ai dit, le couple moteur, ben, déjà, il va dépendre de la mise en marche. La réponse va dépendre déjà voilà, du transitoire, dû à la mise en marche de l'appareil, c'est-à-dire lorsque l'aiguille va subir une déviation due à l'accélération. Mais là, il y a une certaine forme d'inertie qui va faire en sorte que, voilà, qui va intervenir. Et donc, cette inertie qui va intervenir, c'est d carré sur dθ carré. Et c'est là, c'est grâce à ça qu'on a un système, non pas du premier ordre, mais du second. Voilà, ça c'est un système du second ordre. Grâce à l'inertie
du système. On a un second, l'inertie du système fait intervenir une équation différentielle du second ordre. Bon, le but ici, c'est pas d'étudier l'équation différentielle. Hein. Voilà, je la ferai une fois. Mais ici, c'est pas le but. Ici, c'est juste de voir comment on peut mettre cette équation en valeur. Donc, et là, vous aurez compris que c'est la dérivée de la vitesse, c'est l'accélération. Ça, c'est l'accélération angulaire. Voilà, c'est l'accélération angulaire. C'est une accélération angulaire. Maintenant, elle va dépendre d'un autre paramètre, vient s'ajouter bien sûr les frottements. Mais les frottements, bien sûr, sont proportionnels à la vitesse. Là, c'est par rapport à la vitesse. Donc là, bien sûr, ça c'est du premier ordre. Mais comme on a ici du deuxième ordre, ben, d'office, c'est comme un polynôme. Hein. Si vous avez du x carré et du x, ben, le polynôme sera du second degré. Hein. Si vous avez 3x carré plus x, c'est du second degré. Hein. Bien qu'il y ait un paramètre du premier degré dans le polynôme. Et donc, bien sûr, ça c'est, on va dire, le coefficient de frottement, qui est f. Et bien sûr, bien encore un paramètre qui est ce que je vous ai montré tout à l'heure, le couple dépendant de Cθ. Et ça, c'est une constante. Voilà. C'est une constante que je vais appeler K. Je ne suis pas obligé de... Alors, si c'est un fil de torsion, je vous ai dit que ça, c'est la constante de torsion. Mais pour un appareil, voilà, chaque appareil a sa constante. Voilà, qu'on sait mesurer. Hein, qu'on sait... En fait, il suffit de faire un laboratoire sur l'appareil, on sait déterminer le K. On sait déterminer le K, la constante K. Et donc là, vous avez une équation du second ordre. C'est une équation du second ordre. Ben, voilà, et cette équation, si vous voulez, c'est une équation différentielle. Elle est du second ordre. Qui donne, si vous voulez, à tout instant, les sommes des moments des couples résistants, qui est égale au moment du couple moteur. Donc voilà, ça, ce sont tous les couples résistants. Donc, je vais réécrire cette équation, et puis je vais faire un schéma bloc de ceci. Donc, on a un couple résistant qui est dû à l'inertie, qui est d carré sur d'état, donc donne à tout moment, c'est une équation qui traduit à tout moment l'équation qui régit le couple résistant par rapport au couple moteur. Voilà. Plus, ça c'est un couple résistant dû à l'inertie, un couple résistant qui est dû au frottement, voilà, qui est du premier ordre, donc ça c'est un couple résistant 1, couple résistant 2, plus un troisième couple qui est dû à une constante voilà, à l'appareil, Kθ qui est voilà, couple résistant 3. Et ces trois couples résistants doivent être égaux au couple moteur. Il y a un équilibre. Voilà, c'est un équilibre de force, si vous voulez. De couple, je m'excuse, pas de force, de couple. C'est un équilibre de couple et non pas de force. Parce qu'ici, on est en rotation. Hein. Voilà, c'est un équilibre. Donc tout ce qui est à gauche, c'est du couple résistant. Et tout ce qui est à droite, enfin, ce qui est à droite, c'est le couple moteur. Donc il y a un équilibre entre le couple moteur et le couple résistant. Quand il y a un couple résistant, voilà, parce que c'est comme je vous ai dit, le compteur, il n'y a pas de couple résistant. Hein. Parce qu'il tourne toujours, il ne revient pas à sa position. Il n'y a pas de forces antagonistes qui font que voilà, l'aiguille revient en arrière. Hein. Voilà, pour un compteur, c'est pas comme ça tourne toujours. Eh bien, ça va. Je vais en faire un schéma de bloc. Et faire, comment on appelle ça, Peut-être un instant, je recherche le mot parce que je recherche mes mots, parce qu'en même temps, écrire et faire deux choses en même temps, c'est difficile.
Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est une excellente équation qui est une équation du second ordre qui va donner bien sûr une réponse du second ordre avec toutes les conditions qu'il y a derrière. Hein. Voilà, on a le transitoire, le régime permanent, voilà, la stabilisation, voilà, les perturbations. On peut avoir des perturbations, voilà, mais ça, on peut avoir des perturbations sur un appareil, mais ici, c'est l'équation, je veux dire, qui ne fait intervenir que voilà, le couple résistant dû à l'inertie, au frottement, et voilà, à une constante propre à l'appareil. Alors, comment pourrais, pourrais-je mettre ça sous forme d'un, comment on appelle ça, schéma bloc? Je dirais même pas un schéma bloc, c'est un schéma tout court. Un schéma tout court. Alors, pour ça, bah, il suffit de suivre ceci. Je vais avoir un couple. Alors, bien sûr, tout ça, c'est une réponse dépendant du temps. Hein. Bien sûr, c'est temporel, tout ça. Hein. C'est la réponse du second ordre. Voilà, ça fait ça. Peut-être il y a des oscillations. Voilà, peut-être que ça fait ça. Je vais refaire. Je l'ai mal fait. Alors, par exemple, vous avez ceci. Le système va répondre. Hop. Le tout, c'est de stabiliser au mieux l'appareil. Voilà, comme ceci. Bon, vous aurez compris que c'est des sinus et cosinus qui sont cachés derrière la résolution de cette équation. Voilà, il faut résoudre l'équation du second degré, de l'équation différentielle ici, voilà, qui va donner des réponses avec des sinus et cosinus. Enfin bref, le but c'est pas de voir la réponse de ça, c'est tout simplement de faire un schéma bloc simple et d'écrire voilà, que vaut l'entrée par rapport à la sortie. Que vaut l'entrée par rapport à la sortie. Donc ici je vais dessiner l'inertie. Ce que je voulais dire, je vais écrire l'entrée. Ici, ce que je vais étudier, c'est le θ. Non pas G en fonction du couple moteur, mais je vais étudier le CM par rapport à la déviation θ où il y a toute une influence de. Voilà, il y a J qui va influencer la force de frottement. J dépendant de, bien sûr, au niveau de l'accélération, qui interviendra au niveau de l'accélération, et F au niveau de la variation de vitesse. Et un C, bien sûr, qui est un coefficient constant dépendant de l'appareil. Donc J, FJK. FJK. Donc, le J, je l'ai. La force de frottement, je l'ai aussi. Donc, ce que je voulais dire ici, je ne sais pas si j'ai fait passer mon message, je vais faire par rapport. Là, c'est ça que je vais regarder. C'est θ par rapport au couple moteur. Et non pas le couple moteur par rapport à G. C'est ça que je vais faire. Je vais faire θ par rapport à ACM. La relation θ-CM. À travers d'un schéma. Et puis, repasser en la place. Je vais replacer en la place après. Et regarder l'entrée par rapport à la sortie pour avoir la réponse. En la place. Pour avoir l'équation à la place, si vous voulez. Je vais mettre l'équation à la place. Parce que pour l'instant, c'est une équation différentielle. Généralement, on résout. Enfin, on travaille en la place, on ne travaille pas en équation différentielle. Hein. Si ça vous chante de travailler en équation différentielle, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Mais généralement, on travaille en la place parce que c'est un outil beaucoup plus simple. Alors, je vais mettre le frottement.
Bon, je sais pas si je dessine bien, mais voilà. Les symboles. Je suis en phase de dessin. Voilà. Ça, c'est le paramètre F. Je vais mettre le paramètre K. Je dessine très très mal, je m'excuse, mais bon, j'essaie de faire un effort. Ça prend du temps, mais bon, le temps que ça faudra pour le temps que je mettrai pour dessiner, c'est pas un problème. Enfin bref, il n'est pas tout à fait droit, mais voilà. Et ça c'est, on va dire, le cas. Je préfère celui-là de gauche, il est mieux fait. Je vais reprendre celui-là de gauche. Je préfère mettre celui-ci comme ça. Il est mieux fait à gauche. Voilà, ça c'est le cas. C'est le cas. En entrée, on a le coupe-moteur. Voilà, je vous dis, ici j'étudie la partie ici du système. Hein. Le coupe-moteur en fonction, on va dire au niveau de l'équipage mobile. Je suis au niveau de l'équipage mobile. C'est ça, ça c'est l'équipage mobile. Bon, ça ne m'intéresse pas ça. J'ai complètement raté.
Et ça, c'est l'angle. Bon, j'ai mal fait la rotation. Je vais recommencer, c'est ça. Je vais le faire à main levée parce que... Petite difficulté ici, c'est pas grave. On va le faire à main levée. Voilà, θ. Donc là, j'ai bien une réponse de CM en fonction de l'angle θ. Voilà, maintenant, grâce à ça, je vais pouvoir trouver, bien sûr, le couple moteur. C'est une espèce de force qu'on va établir en rotation. Donc, on va faire tourner, par exemple, dans ce sens-là. Voilà. Bon, maintenant, je vais chercher l'équation d'entrée par rapport à la sortie en, comment on appelle ça, Laplacien. On la place. On la place. Alors, je vais écrire J d carré sur dt. On a toujours le J. Le J, il est toujours là. Par contre, on a une dérivée par rapport à θ. Une dérivée par rapport à θ. En la place, ça va donner θ p carré. Voilà, là, je suis en la place. θ p carré, je suis en la place. Là. Alors, là-bas, on a une dérivée. Si je vais l'appeler J, je vais mettre J en rouge. Parce que lui, il n'a pas subi du Laplace. Plus le F, il ne subit pas de Laplace, je le mets en rouge. Tout ce qui va subir de Laplace, c'est tout ce qui est fonction de t. Hein. Vous aurez compris. Donc là, en plus, on a une dérivée. Donc, ça donne θ p. Là, c'est une dérivée seconde. Là, c'est une dérivée première. Donc, ça donne du θ p en Laplace. Et quand c'est du carré, dérivée seconde, attention qu'ici, c'est d'état carré. Hein. J'ai oublié le carré ici. Ouais, c'est ici je l'ai mis. Ouais, c'est ici que j'oublie. C'est une dérivée seconde. Voilà. Bon, le cas, c'est en rouge. La Laplace n'intervient pas sur la constante là. Et le θ, ben c'est θ. En laplacien, on n'a pas fait de transformation ni en dérivée, ni en intégrale, ni en quoi que ce soit. Donc, ben, θ, ça reste θ. Et θ est fonction de P. Hein. Ah oui, ben, attends, θ est fonction de P. Ah, θ qui est fonction de P. C'est égal au couple moteur. Voilà. Et bien maintenant, je vais retirer le θ. θ, qu'est-ce qu'on a? On aura J, l'effet de J, de l'inertie, des forces de frottement et de la constante de l'appareil. Alors on aura P carré plus P plus K. Voilà. Alors, je vais faire la sortie par rapport à l'entrée. La sortie par rapport à l'entrée. Donc, la sortie, c'est θ. L'entrée, c'est le couple moteur. Voilà. Et donc, ici, ce sera θ sur Cm est égal à 1 sur J P carré plus Fp plus K. Et voilà, j'ai la réponse du système en laplacien. Et donc ça c'est pour tout appareil électromécanique. Hein.
Tout appareil électromécanique va répondre à une équation, on va dire, rapport de sortie, la sortie par rapport à l'entrée. Voilà, on a euh, le rapport de l'entrée par rapport à la sortie. On a la fonction, on connaît la loi, on connaît le principe, on connaît voilà, le principe, sa loi, ses équations qui régissent le système. Bien sûr, entre θ et Cm, hein, parce que c'est dans l'équipage mobile, si je suis dans l'équipage mobile, qui est mécanique, c'est purement mécanique. L'équipage mobile, il est purement mécanique, voilà, dans ce cas-ci, parce que c'est un coupe-moteur par rapport à θ, c'est purement de la mécanique, c'est une déviation d'angle géométrique. Voilà, c'est un angle c'est géométrique, hein, c'est un paramètre géométrique, et le coupe-moteur, ben, voilà, c'est mécanique. Donc, géométrique et mécanique, c'est purement de la mécanique. Donc, ici, on a une réponse mécanique du système, voilà, du coupe-moteur par rapport à la déviation d'angle. Mais on l'a avec, je vous l'ai donné avec une équation différentielle, mais je vous l'avais aussi en Laplace. En Laplace. Vous l'avez en Laplace. Et donc, quand on traite un... Voilà. Alors, bien sûr, le second ordre, il est connu. Hein. C'est pas de la... C'est pas sorcier. Hein. Le second ordre, il y a toutes les théories qui sont sorties sur le second ordre. Donc, c'est pas ça qui fait en sorte que on ne maîtrise pas. C'est un tel système, une fois que vous avez l'équation θCm, vous connaissez J, les forces de frottement et K, c'est le système, boum, il est connu. Hein. Le système, il n'y a pas 36 000, je veux dire, pas 36 000 paramètres. Si, oui, après, il faut regarder comment répond l'appareil par rapport voilà, en transitoire, comment il répond. Voilà, mais tout dépend de ça. Justement, il dépendra de J, de F et de K. La réponse du système va dépendre de ça, de J, de F et de K. Donc, connaissant J, F et K, ben, ça y est, vous connaissez la réponse. Hein. La réponse est connue. Puisque c'est un système de deuxième ordre. Et en plus, là, il est en Laplace. Et en plus, il est mis entrée sur sortie. Comment répond la sortie par rapport à l'entrée? Comment répond la sortie par rapport à l'entrée? Ben, vous avez là les équations en Laplace. Donc c'est JP carré plus FP plus K. Ou si vous voulez, K plus FP plus JP carré. Hein. Bon, vous mettez dans l'ordre que vous voulez. Je vous remercie.